Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour donner suite aux vidéos que j'ai pu faire sur les astuces du Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Elles ont été maintenant publiées il y a 3 mois, et j'ai un très bon retour dessus. Vous êtes, à ma grande surprise, plus de 30 000 à avoir vu la première partie qui dure 31 minutes. Visiblement, vous avez, pour certains, lâché l'affaire au bout de 31 minutes, et vous n'avez pas regardé la deuxième vidéo, la deuxième partie, qui elle dure 25 minutes, et présente en gros 25 autres astuces, donc elles ont été coupées en deux, puisqu'il y a 8500 vues. Quoi qu'il en soit, c'est quand même des chiffres assez vertigineux, parce que j'ai assez peu de vidéos qui montent à ce nombre de vues. Alors évidemment, par rapport à des gros youtubeurs, peut-être que ça en fera rire certains, mais c'est vrai que c'est quand même très appréciable pour moi, non seulement le nombre de vues, mais le nombre de personnes qui m'ont fait des retours et qui m'ont mis des petits pouces, et donc je vous en remercie beaucoup. Et comme ça a l'air d'être un sujet qui vous intéresse, je propose qu'on en remette une petite couche. Je vais vous proposer 10 astuces, alors c'est pas vraiment que des petites astuces, il y a aussi des applications Samsung, etc., mais 10 petites astuces donc, qui vont, je pense, vous intéresser pour continuer à améliorer votre expérience avec le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Alors évidemment, je le reprécise, je suis pas l'inventeur des astuces, évidemment Samsung a mis tout ça dans le téléphone, donc il suffit de chercher pour les trouver. Je me suis inspiré de choses que j'ai vues entre autres sur XDA, qui est un forum américain de smartphones. Vous pouvez chercher aussi sur YouTube, vous trouverez un tas de personnes évoquant le sujet. Moi, mon idée, c'était vraiment de synthétiser ça dans les astuces que je juge les plus intéressantes et les plus utiles. Et donc voilà, je vous propose tout de suite de s'y mettre. Je pense que la vidéo durera 30 minutes, donc toujours pour les gens qui sont un petit peu impatients et qui trouvent ça trop long, n'hésitez pas à regarder en description. Je mets toujours les timecodes des parties de la vidéo, ce qui vous permet d'aller directement à la section qui vous intéresse, et donc de vous économiser un petit peu de temps. Sur un smartphone qui a la résolution d'un Galaxy S7 ou S7 Edge, à savoir 2560 par 1440, ce qui est, je le rappelle, pas de la 4K, mais quand même assez élevé sur un smartphone, vous avez une densité de pixels de 534 ppi ou dpi, suivant la langue que vous utilisez, ce qui est assez important. Pour autant, Samsung a privilégié l'accessibilité au téléphone et a rendu les textes et les icônes assez grosses. Alors, pour pouvoir profiter de l'astuce, il va falloir vous rendre dans la section affichage, donc soit si vous avez le menu raccourci rapide ici, soit en allant directement dans le menu affichage. Alors un bon moyen de savoir si vous avez déjà la fonctionnalité activée, etc., c'est de vous rendre dans le même menu que moi, et de regarder qu'est-ce qui est présent à votre écran. Normalement, vous aurez moins d'informations, puisque votre densité d'affichage sera plus élevée. Alors, tout se passe à deux endroits, mise à l'échelle, ici, et c'est là où vous pouvez voir que vous allez pouvoir changer la densité d'affichage. Alors malheureusement, c'est pas aussi fin que sur des téléphones un peu plus libres, entre guillemets, où vous pouvez choisir la densité d'affichage, mais vous avez en tout cas deux modes préprogrammés. Je vous montre en gros la différence. Là, vous avez un DPI standard. Vous voyez du texte écrit assez gros avec des icônes assez grosses, et quand je passe en mode condensé, tout se contracte. Ça a aussi un impact dans vos applications, pour en tout cas des applications qui sont sensibles à ce type de réglage. Alors ça nécessite un redémarrage, donc je réalise pas l'opération, mais en tout cas vous devrez redémarrer le téléphone si vous changez entre standard et condensé. Si ça vous suffit pas, et comme moi peut-être que ça vous ne suffira pas, vous pouvez aussi changer la taille de la police. Alors, personnellement je trouve la police sur des smartphones Android beaucoup trop grosse, et vous voyez que c'est écrit un petit peu petit sur mon téléphone. Plus la police va être petite, effectivement, plus vous allez pouvoir aussi densifier la quantité d'informations que vous mettez sur votre écran. Ça se règle ici, vous voyez que je suis en police très petit, mais je peux l'augmenter très rapidement. J'ai juste appuyé sur effectuer, et là pour le coup, vous voyez que ça se fait en temps réel. Vous avez peut-être un rendu qui ressemble à peu près à ça. Et moi je trouve ça beaucoup trop gros, vous voyez, on s'arrête à mode d'écran ici. Et c'est très lisible effectivement, mais c'est beaucoup trop gros pour moi. Donc ça se règle très facilement, pas besoin de reboot, vous choisissez vraiment ce qui vous plaît le plus, vous appuyez sur effectuer, vous voyez que tous les boutons, tout change, et moi je trouve ça beaucoup plus élégant d'avoir un smartphone avec des boutons, des écritures plus condensées. Je sais qu'on m'a posé la question aussi en commentaire de vidéo. Si c'est ce que vous appréciez, vous pouvez aussi changer
la police qui va être utilisée. Alors, par exemple, disons que je vais utiliser celle-ci. Alors j'aime pas du tout, hein, mais je vous montre le rendu que ça peut donner. Voilà, vous pouvez changer le look de votre interface rapidement et globalement. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça va avoir un impact à peu près partout, en tout cas pour toutes les applications qui le supportent, et sans redémarrage. Petit point intéressant aussi à voir, c'est que vous pouvez télécharger des polices, ce qui vous permet vraiment d'avoir le rendu visuel que vous souhaitez. Alors je voudrais revenir au thème. Alors vous allez me dire, oulala l'arnaque, il en a déjà parlé dans sa vidéo des 50 astuces. Oui, mais j'en ai parlé très rapidement et je suis passé à côté de quelque chose qui pourrait vous être très utile. Alors à nouveau les thèmes se trouvent dans la section affichage, donc cette section-ci, et vous avez ici un menu spécifique thème sur lequel vous devez vous rendre. Alors, il y a dans les thèmes, il y a différents thèmes accessibles avec le S7. La plupart sont gratuits sur le store de Samsung. Et en particulier, il y en a 3 que je voudrais vous suggérer. Moi j'utilise Material Design, donc j'ai Material Black et Material Design. Material Design étant le look Android, donc le look par défaut propose Google, et donc on se rapproche de ce look-là en choisissant ces thèmes-là. Donc c'est 2 thèmes que je vous conseille. Et vous avez un autre thème que vous pouvez trouver en recherchant, et vous cherchez Black. Alors, choisissez l'un de ceux-là, celui qui vous paraît le plus joli à vos yeux. Toujours est-il que les thèmes noirs vont avoir un avantage indéniable quant à l'autonomie de votre smartphone. Pourquoi ? Parce que le Samsung Galaxy S7 est équipé d'un écran AMOLED, et que sur les technologies OLED et AMOLED, le fait de produire du noir ne consomme absolument pas d'énergie. C'est-à-dire que chaque photosite, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, chaque pixel, disons, peut être complètement éteint, et quand il est éteint, il ne consomme pas. Donc, si vous êtes à la recherche d'une autonomie maximale sur votre smartphone, ou si éventuellement vous aimez les looks un peu sombres, choisissez un thème noir, ce qui aura pour effet par exemple d'éviter que cette barre-là soit grise ou blanche ou peu importe, et fera que vous consommerez très peu d'énergie, vous consommerez l'énergie que de ce qui n'est pas noir en fait sur votre écran. Voilà. Donc vous avez un tas de thèmes noirs. À vous de choisir le thème qui vous plaît le plus, mais en tout cas sachez qu'un noir pur évitera la consommation d'énergie et donc augmentera significativement, en tout cas si vous avez l'écran souvent allumé, l'autonomie de votre smartphone. Une astuce maintenant pour maintenir le bon état général de votre téléphone. Alors, le Galaxy S7 est un téléphone puissant, qui a un bon processeur, beaucoup de mémoire, etc. Mais malheureusement, comme tous les téléphones Android, avec le temps, il a tendance à ralentir un petit peu. Alors il a tendance à ralentir sur le fond à cause de l'installation d'Android qui vieillit, même si c'est de moins en moins le cas avec les versions d'Android qui évoluent, mais aussi avec l'accumulation des applications, etc. qui se chargent en mémoire. Un bon moyen de garder un téléphone à peu près frais, c'est d'aller dans la section Backup. Section Backup que je suis actuellement en train de chercher, c'est ici, sauvegarde et réinitialiser. Et vous avez un menu ici qui s'appelle redémarrage automatique. Alors, si vous l'activez, c'est très simple, il suffit de cliquer sur activer. Vous pouvez choisir quand, donc quel jour, enfin quelle fréquence en tout cas, et à quelle heure le téléphone doit être redémarré. Alors c'est à votre convenance, ça peut être en plein milieu de la nuit, ça peut être en semaine, le jour que vous voulez. L'idée générale, c'est que à cette heure-là, le téléphone va être automatiquement éteint et allumé, donc un reboot classique. Et donc vous allez vous retrouver avec un téléphone tout frais, et à nouveau au maximum de ses capacités. Voilà. Moi personnellement je ne l'utilise pas, mais je reconnais que parfois il m'arrive d'avoir démarré le S7 pour récupérer vraiment une fluidité exemplaire. Fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante, et surtout si comme moi vous avez tendance à zapper un petit peu les informations que vous présente votre téléphone, c'est le rappel de notification. Alors, le rappel de notification, pour une raison que je ne comprends pas, et comme la majorité des fonctionnalités de Samsung, se trouve dans un menu accessibilité.
ici. Alors que pour moi, cette fonctionnalité-là aurait dû être présente de base comme n'importe quelle autre fonctionnalité du téléphone, tellement elle est utile. Alors, cette fonctionnalité s'appelle rappel de notification, et vous la voyez ici sous mon doigt. Elle est activée dans mon cas. Par défaut, elle arrive évidemment désactivée. Et vous pouvez la configurer. Alors, l'idée générale est très très simple. Dès que vous allez avoir une notification, donc la petite notification, c'est ce qu'il y a dans la zone de notification, donc des petites icônes qui apparaissent en haut à gauche. Dès que vous allez avoir une notification, vous pouvez demander à votre téléphone de rejouer la notification, donc la petite sonnerie, le petit vibreur, etc., à une fréquence donnée. Là par exemple, je viens d'avoir deux notifications. Alors je vais passer tout de suite à 1 minute, je fais le réglage, et pendant ce temps-là, je vous explique. Donc, vous pouvez choisir ou pas de réactiver le vibreur, de réarmer le vibreur pour la prochaine notification. Alors par exemple, vous pouvez dire, mes notifications standards vibrent et sonnent, mais quand le téléphone va me réémettre la même notification, ça ne vibre plus, comme ça j'arrive à faire la différence dans la poche, si c'est un nouveau SMS par exemple, ou le même SMS. Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle cette notification doit être réémise. Donc moi, vous aviez vu, par défaut, c'était 5 minutes, pour me rappeler, mais pas trop souvent quand même, que j'ai reçu une notification. Et en dessous, vous avez un filtre, donc c'est une liste blanche d'applications, c'est-à-dire que par défaut, aucune notification ne va être émise pour toutes les applications de votre téléphone, sauf celles que vous voulez choisir. Alors moi ici, c'est les tâches, ça s'appelle Gtasks, et il se trouve que j'ai activé Gtasks, ici. J'ai quelques autres applications d'activer. Et donc c'est très pratique parce qu'au final, je sais que je vais recevoir la même notification, comme vous pouvez l'entendre. J'ai reçu la même notification 1 minute après. Alors c'est pas le même son, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous avez un rappel, et vous pouvez très rapidement vous souvenir que vous aviez quelque chose à faire. Donc pour les SMS, les rappels, les calendriers, etc., c'est extrêmement pratique. Vous pouvez régler de 1 à 15 minutes la fréquence. Par contre, malheureusement, ça ne se règle pas par application, c'est un petit peu dommage. On parle de notification, parlons des voyants de notification. Alors, le voyant de notification, je crois que je vous l'ai déjà montré, si c'est pas le cas, je vous le remontre. Il se règle dans Affichage, et vous avez ici Témoin lumineux. Alors, le témoin lumineux, c'est tout simplement en haut à gauche, je crois. Oui, ça doit être ici. Vous avez un témoin lumineux multicolore qui peut s'afficher pour vous indiquer que le téléphone charge, que vous avez une notification, etc. Vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas. Peut-être que comme moi, vous posez parfois votre bureau écran contre bureau, donc vous le posez comme ça. Et si c'est le cas, eh bien, je vous mets au défi de pouvoir voir que vous recevez une notification, vous n'aurez jamais une vision de la notification. Pour autant, il y a une astuce, et cette astuce se trouve, devinez où, dans le menu accessibilité. Dans le menu accessibilité, vous avez dans la partie audition, puisqu'à la base c'est une fonctionnalité qui est prévue pour les gens qui souffrent de problèmes auditifs. Donc dans le menu audition, vous avez une notification par flash que vous pouvez activer. Et ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que quand vous recevez une notification, vous pouvez utiliser votre flash comme voyant de notification. Une fonctionnalité que je n'utilise pas du tout, mais que je vous présente parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je vous laisse faire le test si vous voulez voir si ça peut être intéressant pour vous. Toujours dans le menu accessibilité, audition, vous avez les détecteurs de son. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, vous avez le détecteur de pleurs de bébé et le détecteur de sonnette. Je ne sais pas à quel point cette application peut remplacer un babyphone. Je vous conseille absolument pas d'utiliser votre smartphone pour ce type d'utilisation, évidemment. Mais ça peut toujours dépanner, j'ai l'impression, et donc ça peut être intéressant pour vous de savoir que ça existe. Alors la détection de pleurs de bébé est assez peu configurable, elle vous dit juste donc de faire attention, de maintenir le téléphone pas trop loin de là où votre bébé dort, etc. Et puis ensuite, voilà, ça s'active. Donc vous avez une petite icône qui apparaît ici dans votre zone de notification pour vous dire que le détecteur de pleurs est actif. Pour le détecteur de sonnette, c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, à configurer. Vous avez dans un premier temps un enregistrement de votre sonnette à faire en cliquant ici, donc il va enregistrer le son ambiant, je dirais, identifier ce que pourrait être la sonnette, et puis ensuite il va être en mode détecteur de sonnette. Je
pense pas que ça peut être utile pour tout le monde, mais ça peut être utile en tout cas pour les gens qui par exemple ont une smartwatch, puisque la notification va apparaître sur la smartwatch. Donc vous pouvez laisser le téléphone à proximité de la porte ou à proximité de votre enfant qui dort, et du coup recevoir la notification sur votre montre et être informé qu'il y a quelque chose à surveiller. Quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc petite fonctionnalité intéressante mise par Samsung dans le téléphone, mais dont personnellement je n'avais jamais entendu parler et qui peut être assez utile. Alors je voudrais parler aussi du chargement rapide. Alors le chargement rapide se trouve dans batterie, et puis vous avez ici chargement rapide sans fil et chargement rapide par câble. Je vous conseille, je ne sais pas comment c'est configuré chez vous, mais par défaut c'est configuré allumé. Alors si vous n'avez pas chargement sans fil rapide, c'est parce que vous n'avez jamais jamais utilisé de base de chargement sans fil avec votre téléphone, donc de chargement par induction. Vous aurez peut-être que ces deux menus-là. Sinon, pour le faire apparaître, il faudra charger une première fois sans fil. En tout cas, je vous conseille de maintenir les chargements rapides désactivés. Pourquoi ? Parce que ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que ça fait chauffer votre téléphone. Alors le S7 est équipé d'un refroidissement par water cooling ou je ne sais trop quoi pour le refroidir, mais malgré tout, ça fait énormément chauffer le téléphone, ce chargement rapide. Ça a l'avantage de pouvoir très rapidement, je crois que c'est en une demi-heure, vous récupérez moitié de l'autonomie, mais la plupart du temps, ça ne vous servira pas, puisque vous avez le temps de le laisser charger tranquillement, et, chose importante, vous prolongerez très vraisemblablement, même si j'ai pas de test à vous présenter, etc., pour vous justifier ça, mais la batterie ne s'en portera mieux si vous la chargez de manière lente. C'est vrai pour n'importe quel type de batterie, je vois pas pourquoi ce serait pas vrai pour ce type de batterie-là. Prenez soin de vos batteries, surtout sur un S7 où la batterie est devenue inamovible, vaut mieux désactiver le chargement rapide et l'activer ponctuellement quand vraiment vous avez besoin d'un petit coup de boost de chargement, et donc ça se trouve à cet endroit-là. Je rappelle l'astuce que j'avais donnée dans la précédente vidéo, qui est de pouvoir désactiver ici le pourcentage batterie. Donc l'affichage qui se met dans la zone de notification. Là, vous pouvez juste afficher la petite icône batterie. Alors une astuce pour les gens qui n'auraient toujours pas vu qu'elle existe, c'est l'affichage fractionné qui est supporté de base sur le Galaxy S7, même si vous n'avez pas encore la mise à jour Android Nougat. Puisque je rappelle, Android Nougat apporte, donc la nouvelle version d'Android apporte cette fonctionnalité. L'affichage fractionné, qu'est-ce que c'est ? Ça veut juste dire que vous pouvez afficher sur le même écran deux applications différentes. Pour le faire, vous avez juste à rester enfoncé sur l'icône application, l'icône à gauche, et puis vous pouvez choisir une autre application. Alors, il faut malheureusement que l'application soit supportée. Alors si par exemple vous imaginez faire, je sais pas, en haut un jeu et en bas votre navigateur, beaucoup de jeux ne le supportent pas par exemple, il y a aussi beaucoup d'applications qui ne le supportent pas. Alors regardons une application que je peux vous montrer, voilà, Galaxy App. Ça, je suis sûr que je vais pas vous montrer de choses que je dois pas vous montrer. Donc par exemple ici sur l'écran du téléphone, j'ai en haut Chrome, qui affiche ma page YouTube, et puis en bas, j'ai le Market, le store Samsung. Vous avez le menu qui est au milieu, qui vous permet de permuter, je vais appuyer dessus comme ça vous le verrez, de permuter les applications entre affichage du haut et affichage du bas. Vous pouvez passer en plein écran l'une des applications. Vous pouvez revenir aussi sur l'autre application rapidement, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve pratique quand vous avez deux choses à faire en même temps. Je sais pas, vous écrivez à quelqu'un par exemple sur l'écran du bas, mais vous voulez lui copier des informations que vous trouvez sur internet. Ça vous permet d'avoir les deux à l'écran, de faire des copier-coller très rapidement, de continuer à chercher de l'information, etc. sur l'écran du haut, et je trouve dommage que ce soit pas plus visible. Et si vous n'aviez jamais vu cette fonctionnalité-là, eh bien la voici. Elle est supportée de base par d'autres smartphones, donc peut-être que vous aurez, si vous avez un autre smartphone, la possibilité d'utiliser aussi ce type de fonctionnalité. Une super fonctionnalité qui, je pense, je n'avais pas présentée encore jusqu'à présent, c'est la possibilité d'épingler une application. Alors quand je dis épingler, c'est-à-dire de verrouiller l'écran du téléphone sur une application. Alors ça se passe toujours dans les paramètres. Alors une fonctionnalité qui est plus ou moins intéressante si vous prêtez votre téléphone, alors peut-être pas des adultes parce qu'ils vont trouver assez rapidement comment le débrayer, mais peut-être, je pense à des enfants si vous voulez
les mettre sur un petit jeu, un truc comme ça, et vous voulez être sûr qu'ils n'en sortent pas, vous voulez en tout cas assurer le coup au maximum, vous pouvez aller dans les paramètres de votre téléphone, et noyer dans sécurité, puis autres paramètres de sécurité, puis épingler les fenêtres. Vous allez pouvoir avec ce menu-là épingler donc une téléphone, donc une application sur le téléphone, c'est-à-dire la mettre en premier plan et rendre la sortie de cette application impossible. Alors, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Admettons par exemple que vous vouliez prêter votre téléphone pour une recherche internet, mais vous voulez pas que la personne puisse aller fouiller dans vos SMS. Voilà, c'est une utilisation comme une autre. Quand vous activez la fonctionnalité, vous avez cette petite épingle qui apparaît en bas à droite de l'application, vous appuyez dessus, vous allez avoir un petit message qui vous dit « Lorsqu'une application est épinglée, les notifications des autres applications sont bloquées, vous ne pouvez plus faire retour, vous ne pouvez plus faire menu, etc. » Donc je démarre. Vous voyez ici que je n'ai effectivement plus accès aux notifications, ça ne fonctionne plus. Je n'ai plus accès à la touche retour, je n'ai plus accès à la touche autre application, et je n'ai plus accès à cette touche-là. Pour moi, le seul défaut, c'est ce texte-là qui apparaît. Et le texte, en fait, ne fait que vous dire comment quitter ce mode-là. Donc il faut appuyer à la fois sur les deux boutons tactiles qui sont ici. Et là, vous sortez du mode et vous voyez que je récupère le téléphone fonctionnel. Je trouve juste dommage de ne pas avoir rajouté juste un petit menu pour vous... pour éviter d'avoir ce petit pop-up qui apparaît, comme ça vous pouvez prêter le téléphone et là la personne n'a aucune indication de comment faire. Si elle connaît, elle peut sortir, mais si elle connaît pas, elle va rester bloquée dans l'application. En tout cas, ça peut être une petite fonctionnalité intéressante. Je pense plutôt à des enfants, du coup, si vous voulez leur prêter le téléphone et être sûr qu'ils n'aillent pas faire de mauvaise manip avec l'application à laquelle vous voulez qu'ils jouent, qu'ils utilisent. Une astuce assez importante, c'est de faire des sauvegardes régulières de la configuration de votre téléphone, parce que ça a beau être un set, il n'est pas à l'abri d'une panne, ou même d'une erreur de votre part, et peut-être d'une réinitialisation forcée, et donc ça peut être intéressant quand même de pouvoir récupérer les données que vous avez dessus. Alors, allez dans la section sauvegarder et réinitialiser, et dans cette section-là, vous trouverez sauvegarder mes données. Alors, sauvegarder mes données nécessite, je crois, le compte Google, et vous pouvez choisir ce que vous voulez sauvegarder, donc je suis en mode sauvegarde automatique, et dedans j'ai les journaux du téléphone, l'horloge, l'écran d'accueil, si vous souhaitez, hein, moi j'ai désactivé, votre musique, vos enregistrements, vos documents. Alors c'est pas tous les documents je crois, mais une bonne partie de vos documents peuvent être sauvés. Et tout ceci se situe à cet endroit-là. Vous pouvez aussi sauvegarder sur votre compte Google, si c'est ce que vous souhaitez. Et puis dans le cas où vous avez un crash, eh bien vous pouvez aussi lancer la restauration de votre téléphone. Vous voyez ici par exemple que vous pouvez vérifier que mon S7 est bien enregistré, sa dernière sauvegarde date du 30 novembre, ce qui date quand même d'il y a 3-4 jours, et puis vous avez là la liste des choses qui ont été sauvées. Donc, vous voyez, il n'y a pas tout, je perdrai sûrement des informations, mais au moins j'en récupère une partie. Voilà, donc pensez à faire des sauvegardes régulières, et puis pour cette section réinitialisation, je vous envoie vers ma vidéo des 50 astuces très pratiques. Quand vous rencontrez un bug, mais vous voulez pas réinitialiser complètement le téléphone, vous pouvez réinitialiser seulement les paramètres réseau et seulement les paramètres Samsung pour ne pas perdre vos données personnelles. Une dernière astuce que je vais survoler, qui nécessiterait, je pense, à elle seule une vidéo complète, et dites-moi si vous voulez plus d'informations à ce sujet, c'est MyNox. Alors, ne confondez pas Nox et MyNox. Si vous avez aucune idée de ce que sont les deux, je vais vous expliquer rapidement. Nox, c'est l'infrastructure de sécurisation du téléphone, alors développée par Samsung, mais repris en partie par Google dans les fondamentaux en tout cas. Donc c'est de la sécurisation du bootloader, du noyau, etc. jusqu'au système d'exploitation. MyNox est une utilisation de cette sécurisation. MyNox permet d'avoir un conteneur sécurisé sur votre téléphone, donc quasiment comme un deuxième téléphone en fait, protégé, etc., dans lequel vous pouvez venir y stocker vos contacts, vos applications, vos images, vos données, etc., etc. Alors, pour pouvoir installer ça, vous avez deux moyens de le faire. Soit vous allez sur le Google Play Store et vous avez MyNox, soit vous allez sur le Samsung Store, je sais pas comment il s'appelle, mais ça peut être ça, et vous avez MyNox. Choisissez celui que vous voulez.
comme c'est une application Samsung, à mon avis, vous pouvez l'installer sans problème depuis le store Samsung. Moi, je prends sur le Play Store parce que j'ai l'habitude. Franchement, je sais pas du tout si les deux versions sont identiques dans les deux stores, s'il y a la moindre différence. Je pense pas que Samsung s'amuse à différencier les versions qui sont présentes. Donc ensuite, vous avez une séquence de réglages à faire pour pouvoir activer Nox. Accepter des conditions d'utilisation. Alors je passe très vite sous silence un tas de choses. Je vais ajouter mon compte, donc ça vous ne verrez pas malheureusement, et puis ensuite on se retrouve. Donc j'ai passé la séquence d'authentification, c'est 3 fois rien, vous avez juste à saisir une adresse mail, pourquoi pas l'adresse mail de votre compte Samsung, etc. Ça vous envoie un code PIN, vous tapez le code PIN, et c'est réglé. Alors, vous pouvez choisir les applications qui vont être sensibles à MyNox. Certaines sont sélectionnables, d'autres ne le seront pas, parce qu'elles sont pas compatibles. C'est à vous de voir. Par défaut, il vous suggère par exemple appareil photo, Chrome, Contact, je crois qu'il y a téléphone, Galaxy Apps, voilà, galerie, etc. Donc vous faites suivant. Voulez-vous tracer le téléphone, vous pouvez faire oui, je pense que ça veut dire oui. Et ça va vous créer un conteneur sécurisé. Donc le conteneur sécurisé, c'est juste un espace de stockage qui va être pris sur votre téléphone, et dedans, vous allez avoir quasiment l'équivalent d'un deuxième téléphone pour pouvoir y stocker des choses plus confidentielles, en tout cas, des choses que vous ne voudriez pas que quelqu'un qui arrive sur votre téléphone puisse accéder facilement. Alors, vous pouvez choisir le mode de déverrouillage. Moi, je vais mettre un code PIN par exemple, puisque je veux faire par empreinte, allez, pourquoi pas. Vous pouvez choisir au bout de combien de temps le conteneur Nox va se reverrouiller, et donc vous demandera de vous authentifier. Alors les validations en 2 étapes sont des validations très fortes, par exemple, ça va vous envoyer un SMS ou un mail, et vous demander de saisir l'information qui se trouve dans ce SMS ou ce mail. Donc ça peut vraiment être des choses extrêmement sécurisées. Donc ensuite, vous mettez l'empreinte digitale, vous choisissez un mot de passe. De toute façon, je compte pas utiliser ce conteneur. Voilà. Et puis on est maintenant dans MyNox. Et à partir de là, vous avez un espace sécurisé sur votre téléphone. Et comme je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment cacher des applications ou des photos, alors il y a d'autres techniques pour le faire, mais en tout cas Nox vous permettra d'avoir un téléphone normalement sécurisé, mais d'avoir un accès complet à des sections plus sécurisées de votre téléphone. Alors pour vous rendre dans Nox, il suffit de trouver l'icône Nox, MyNox, vous cliquez dessus. Et vous avez ici la liste des applications sécurisées par Nox. Donc vous avez le Play Store, etc., etc. Alors je vais faire un exemple avec la galerie. Donc vous voyez actuellement la galerie Nox est vide. Donc ça, c'est bien ce qu'on avait dit. Je retourne dans ma galerie. Alors vous voyez la différence entre une galerie Nox et la galerie. Alors vous verrez peut-être pas très bien, mais normalement l'icône, je vais vous zoomer dessus en espérant que la mise au point se fasse. Voilà, l'icône qui est là a un petit cadenas. C'est tout petit, ça se voit à peine, mais c'est comme ça que vous pouvez voir que l'application fonctionne sous Nox. Donc, je retourne ici. Disons que je souhaite déplacer cette photo. Donc je la sélectionne, vous pouvez en sélectionner plusieurs évidemment si vous le souhaitez. Vous faites déplacer dans Nox. Vous voyez un déplacement, c'est un vrai déplacement, c'est-à-dire c'est comme si vous déplaciez la photo dans un deuxième téléphone, hein, vraiment. Ensuite, vous vous rendez dans l'application Galerie de Nox, et vous voyez cette photo qui est devenue disponible. Évidemment, cette photo, c'est toujours l'application Galerie, donc vous pouvez aussi vous avez les mêmes menus, vous pouvez aussi la redéplacer dans votre espace personnel. Voilà. Le reverrouillage de Nox peut être fait ici. Voilà. Donc là, j'ai verrouillé mon conteneur Nox, et à partir du moment où le conteneur Nox est verrouillé, vous voyez que dans ma galerie, la photo n'est évidemment plus présente. Et si jamais j'ai envie d'aller voir mes photos, eh bien, si je vais dans Galerie, il faut juste que je trouve où est ici Galerie. Voilà, vous voyez que Nox est verrouillé.
Donc il faut que je tape mon mot de passe. Voilà. Et hop, on revient au mode, enfin au contenu de Nox, dans lequel vous n'avez que les photos stockées dans Nox. Voilà, j'espère que c'est clair, j'ai essayé de faire rapide, du coup c'est très succinct et pas complet, mais en tout cas vous voyez que toutes ces applications-là par défaut peuvent être utilisées, en particulier mes fichiers, toute la suite Office, donc du coup vous pouvez vraiment mettre des applications avec des documents qui vous sont vraiment personnels, vous pouvez vraiment les mettre sécurisés là-dedans, et puis bah, vous êtes tranquille, personne viendra lire les documents ou consulter les photos que vous voudriez garder vraiment privées pour vous. Et donc si vous avez des choses un peu trop personnelles, vous pouvez prêter votre téléphone sans que ce soit embêtant pour vous. Voilà. Vous pouvez bien sûr ensuite vous rendre dans les paramètres Nox pour changer toute la configuration, etc. Ça je vous laisse voir. Et puis vous pouvez très facilement désactiver ou supprimer le conteneur de manière à ne plus l'utiliser. Voilà, donc c'était mes 10 astuces, conseils, utilisation du Samsung Galaxy S7, S7 Edge. Je trouvais que c'était un bon complément en tout cas par rapport aux 50 que j'ai pu déjà faire. Comme pour ma vidéo précédente, n'hésitez pas, si jamais quelque chose n'est pas clair, à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas également s'il y a une astuce que vous n'avez toujours pas vue. Donc maintenant on en est à plus de 60 astuces. S'il y a une astuce que vous utilisez au quotidien que j'ai pas indiquée, c'est peut-être que même moi je la connais pas. Donc ça m'intéresse de la connaître, évidemment, si elle vous est utile, c'est possible qu'elle me le soit aussi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, et donc vos astuces que vous utilisez personnellement si vous en avez. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, parce que si vous connaissez des gens qui ont des Samsung Galaxy S7 et S7 Edge, peut-être qu'une vidéo en français listant les astuces pourrait leur être utile. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire si vous appréciez cette vidéo, via un petit commentaire ou via un pouce bleu, vous faites comme vous voulez. Si vous n'aimez pas la vidéo parce que vous, pour des raisons quelconques, vous trouvez ça trop long, etc., et que vous décidez de mettre un petit pouce vers le bas, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi, de manière à ce que je puisse essayer d'améliorer le contenu de mes vidéos. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que les astuces qui étaient dedans sont des choses que vous ne connaissiez pas ou qui vous seront utiles au quotidien. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tests, de prochains déballages et de prochaines vidéos de ce type. Au revoir.